Alors du coup, je vais me présenter, mais je vais couper ma caméra pour vous présenter surtout mes slides. Il y aura pas mal de démos, même si on parle de listes, ça a été déjà bien abordé, enfin, ça a été abordé en termes d'usage par rapport à Teams. Moi, je vais vraiment vous parler des listes de façon un peu plus large peut-être, en vous parlant aussi de comment l'amener en fait dans le workspace. Alors autour de Teams, c'était bien amené par Jeff et son collègue dans la session d'avant. Mais on va rentrer peut-être plus dans le détail aussi pour aller jusqu'au bout de la gouvernance autour de ce type de solution. Alors ce type de solution, on va le voir, c'est pas complètement neuf, mais c'est vrai que c'est l'approche de Microsoft qui a un petit peu changé par rapport aux listes SharePoint traditionnelles. Donc je vais couper ma caméra et du coup, vous allez plutôt voir cette présentation, ce diaporama que je vous ai présenté. Il y aura pas mal de démos. Donc comment ça marche? Oui, forcément, pour organiser ce type d'événement régulièrement, alors à Luxembourg, on fait rien sans les sponsors. Alors je remercie beaucoup Patrick d'ailleurs pour toute l'énergie qu'il met dans la communauté iOS depuis toutes ces années, mais également tous les sponsors qui peuvent nous rejoindre. Donc Monaco Digital, Varonis, Martello, et puis bien entendu Epitech qui vous reçoit. Alors qui nous reçoit en fait. Non, en fait, je ne suis pas là. Je suis bien, moi, à Luxembourg. J'ai pas pu me déplacer. Ça faisait un peu long le voyage. Alors, je me présente, basé à Luxembourg. Je fais des missions, en fin de compte, d'accompagnement. Alors, j'appelle ça de l'adoption. Mais je fais aussi bien de la formation que de la conception de Workspace 365 autour de l'adoption des outils qui sont alors essentiellement SharePoint et Teams aujourd'hui. Alors SharePoint depuis presque 10 ans, Teams depuis quelques années aussi, avec des déploiements auprès des utilisateurs en termes de formation, mais aussi également en termes de équipe projet, comment mettre en place les phases de démarrage avant de le porter à l'échelle cible. Alors c'est vrai qu'avec le confinement, on a tout renversé. Il y a un très beau sujet d'ailleurs qui arrive cet après-midi où ce sera le contraire. On vous dira, mais puisque vous avez déjà commencé, il est peut-être temps de regarder si ça a été bien fait, s'il n'y a pas des choses à corriger. Donc ça, c'est d'où je viens. Mais moi, je viens vraiment, je ne suis pas développeur, je ne suis même pas IT, je viens vraiment du domaine de la vulgarisation, donc de la relation entre l'utilisateur et l'outil informatique, de manière générale. Donc je vais beaucoup parler d'adoption, de gouvernance et de coaching. Je déploie des vrais projets auprès des clients. C'est pour ça que j'appelle ça du coaching. C'est pas vraiment de la formation. Ce sont des projets de déploiement. Alors, du coup, mes clients, qui sont-ils? Il y a quelques années, c'était plutôt des sponsors fonctionnels, d'un projet d'intranet sur du SharePoint. C'était un peu plus compliqué de trouver des application owners sur les applications métiers SharePoint qui avaient cette fibre fonctionnelle. On avait beaucoup d'IT en fait sur les projets de transformation et ça a bien changé tout ça. Ça a bien changé. On a de plus en plus des gens qui sont complètement fonctionnels, des application owners qui sont fonctionnels, donc des responsables d'application. Et on va le voir que Microsoft a toujours eu ce faible pour les fonctionnels. Et un des avantages, et aussi une des difficultés qu'il y a eu à déployer du SharePoint par le passé, c'était peut-être justement parce que le projet était un peu trop technique pour pouvoir bien se passer des équipes informatiques pour pouvoir aller à la recherche des usages. Eh bien, aujourd'hui, je dirais avec les listes 365 et même, je dirais, avec Microsoft 365 de manière générale, c'est beaucoup plus simple d'aborder la question des usages parce qu'il y a tout un tas de petits logiciels qui sont venus en complément
de SharePoint, en complément d'Outlook et de Skype, qui étaient les trois grandes briques principales de Microsoft 365. Aujourd'hui, on a plein de petits outils qui vont être beaucoup plus simples d'adoption. Je dirais le cloud Microsoft a fait du bien à Microsoft. Le cloud a fait du bien à Microsoft dans le sens où Microsoft a dû penser à simplifier ses outils. Alors, simplifier son Outlook, simplifier SharePoint, et on va voir que les listes 365, c'est une simplification de SharePoint qui a derrière ça. Alors ça s'adresse à qui, du coup, ce genre d'approche, de simplification des usages? Moi, j'appelle ça, c'est le rôle monsieur, madame, alors je vais appeler ça Office 365, monsieur, madame Microsoft 365 dans une organisation qui ne va pas être forcément dans la direction informatique, même si on pourrait trouver des divisions assistance et maîtrise d'ouvrage dans la direction informatique. Bon, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Pour moi, on doit y avoir un monsieur, madame 365 dans l'entreprise qui a le mandat, en fin de compte, du COMEX pour pouvoir aller chercher les gains de productivité qu'il y a à aller sur Microsoft 365 et d'aller au-delà, et ça vous allez beaucoup l'entendre, vous l'avez déjà entendu ce matin, au-delà d'utiliser Teams pour uniquement la visioconférence pendant une période de confinement. Il faut quelqu'un qui ait une vision de la stratégie de l'adoption du Workplace 365 avec une vision utilisateur, l'adoption par les utilisateurs. Et ça doit être ici ses objectifs, ça doit être son mandat. Et toute la problématique ici va être justement d'arriver à une convergence entre les outils Microsoft 365 et les usages au sein de l'organisation. Mais on va voir finalement, avec les listes 365, on va accélérer sur la convergence de ces outils et de ces usages. Et comme je vous l'avais annoncé, on regardera quand même le volet gouvernance, sécurité et conformité, puisque on a besoin ici de sécuriser également les métiers sur l'utilisation, la pérennité et l'utilisation sécurisée de mes données. Je reviens juste sur monsieur, madame 365. C'est quelque chose qui aujourd'hui est assez en vogue. On le voit parfois sur des annonces comme quoi des entreprises qui cherchent des chefs de projet 365. C'est pas seulement un chef de projet et c'est rarement pour moi un externe, c'est vraiment quelqu'un en interne qui porte le mandat du comité exécutif de l'entreprise, la direction générale, d'aller à la recherche de ces nouveaux usages. C'est parfois un peu long d'ailleurs à trouver, parce que ce sont des gens qui doivent être généralistes, qui doivent se positionner un peu en centre de service auprès des métiers et aux côtés de l'informatique. Parce que l'informatique ne peut pas être jugée partie sur la roadmap fonctionnelle. C'est pour moi ici, monsieur, madame 365, qui est en charge de la gouvernance fonctionnelle, va indiquer le chemin à suivre pour chacune des directions pour savoir s'il n'est pas temps, on va le voir, d'aller sur des nouveaux usages comme les listes 365. Donc les listes 365, pourquoi faire ? En fait, vous avez entendu certainement, Jeff tout à l'heure a répondu à une question qui était pertinente et sa réponse a été très claire. Et donc là, vous allez voir dans ma présentation, en fait, on a deux types de Microsoft List. Alors, j'appelle ça aussi les Microsoft List 365. Il y en a deux types. Il y a la liste personnelle et puis on va voir qu'il y a la liste d'équipe. On va la revoir parce que c'était dans la présentation, un des sujets de la présentation précédente. J'ai dit pardon parce que je suis revenu en arrière. Voilà, donc c'est sûr que je n'ai pas eu de mal de mer. Donc, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la liste ici, 365, la liste Microsoft, est une liste SharePoint en fait, et que ça fonctionne comme un tableur de données. Or, on le sait, les usages de l'utilisation de SharePoint dans le Workspace, depuis que SharePoint existe, premiers usages a été de remplacer le serveur de fichiers, d'être un endroit de stockage de données, et puis d'y adjoindre dans la version 2010 une partie site web pour pouvoir répondre aux usages d'un site web, c'est-à-dire non seulement de pouvoir positionner ici des actualités, des événements, mais également de pouvoir proposer des espaces documentaires, de publication. Teams est arrivé avec une surcouche qui a dopé la partie SharePoint, outil collaboratif. Voilà. Mais là-dessous, on oublie fréquemment, on pense rarement aux listes. On est beaucoup focalisé sur les bibliothèques de documents, les bibliothèques de pages de l'intranet. Or,
On va le voir ici à travers la démonstration. En fin de compte, les listes SharePoint sont revenues au goût du jour. Alors, en termes d'interface, hein, c'est-à-dire que l'interface ici d'utilisation, mais également l'interface de conception d'une liste a été vraiment démocratisée, mise à la portée, je dirais, de tout à chacun. Justement pour pouvoir créer des listes personnelles. Et où est-ce que ces listes personnelles se créent? Eh bien, on a eu moi j'ai eu un peu la stupeur de découvrir lors des premières démonstrations au début d'année par Microsoft qu'effectivement, chacun d'entre nous peut créer une Microsoft List sur son OneDrive, hébergé sur son OneDrive. Donc, je vais vous faire tout simplement une petite démo. Hein. Lorsqu'on est sur notre workspace, 365, hein, lorsqu'on clique ici sur notre lanceur d'application, le très beau logo liste est arrivé ici, et sur le logo liste, une fois qu'on clique dessus, quand on passe par ce lanceur d'application, dans l'URL ici, je suis sur un mysharepoint.com/personnel/ mon OneDrive en fait. Alors oui, en fait, j'ai dit mon OneDrive parce que c'est la même URL que mon OneDrive, et tout ça, en fin de compte, est hébergé sur ce qu'on appelait, sur ce que les spécialistes, je dirais, de l'infrastructure SharePoint appelaient avant les my sites, les sites personnels. Et donc, si je clique ici sur mon OneDrive, je vais me récupérer la même URL, ou en tout cas le même début d'URL. Voilà. Donc, je reste sur la même URL, je passe sur liste. Et je me rends cette fois sur une page qui est un agrégateur. On le verra un petit peu plus tard, de listes. Ici, je peux créer une liste et vous l'avez certainement déjà constaté, on est sur des interfaces qui sont beaucoup moins austères que ce qu'on a pu connaître sur un SharePoint pendant toutes ces années. Tout à l'heure, je rappelais, oui, le cloud, la concurrence du cloud, de ces petits outils qui sont sur Internet, on fait du bien à Microsoft, puisqu'en allant sur Office 365, on a pu effectivement retrouver une interface utilisateur qui est, on va le voir, assez fun. Ici, il y a pas mal de modèles qui sont d'ailleurs fournis, et j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'il y a des modèles, moi, qui m'ont fait écho à des modèles qui étaient déjà utilisés. Voilà. Et on peut créer ici une liste vierge également. On peut également, surtout à partir d'Excel en fait. Et à partir d'Excel, là ici, c'est clairement un parti pris de Microsoft finalement, c'est d'aller attaquer à travers les listes SharePoint tous les fichiers Excel à la limite que nos utilisateurs génèrent. Alors, génèrent où on le verra sur leur PC, mais également pourquoi pas sur leur OneDrive. Et là, je vais vous charger un fichier juste pour vous montrer qu'il y a eu un effort qui a été fait particulier ici pour faciliter le chargement, parce que le chargement depuis Excel, c'est un bon test. Je dois avoir un petit problème pour me reconnecter, mais c'est pas grave, je vais réessayer. Je vais peut-être en prendre un autre. Voilà. Bien, je disais qu'un effort avait été fait pour faciliter le chargement des données, décidément, d'un fichier Excel avec un convertisseur. Il y a un convertisseur ici, je vais en prendre un autre. Ah, c'est marrant parce qu'il m'a généré, il me l'a mis en fait, il y a une petite erreur, c'est pas grave. Je vais prendre une matrice ici, je vais voir si celle-là elle passe mieux. Peu importe les données, c'est pas grave. Voilà, donc là ici, on voit qu'il y a eu un effort qui a été fait. Un effort qui a été fait, pourquoi? Parce que au moment où on chargeait les données depuis SharePoint, il y avait souvent un problème de conversion, et puis il n'était pas expliqué pourquoi aussi on avait un problème de conversion. En fait, ce n'est pas une grosse conversion, hein. C'est que quand vous chargez un fichier Excel dans une liste SharePoint, il faut nécessairement que les données soient formatées comme un tableau, avec des en-têtes de colonnes, hein. Et une fois qu'il a trouvé le tableau, il en déduit ici les différentes lignes. Et là, il a fait ce travail-là, en fait. Il a fait ce travail-là, il a trouvé un tableau avec ici différents... alors, c'est une matrice RACI. D'ailleurs, sur la gouvernance dont je parlais tout à l'heure, c'est des missions sur lesquelles je suis souvent contacté pour pouvoir mettre de la gouvernance autour d'Office 365. Et je parle de cette gouvernance fonctionnelle qui vient au-delà. Donc, je referme la parenthèse ici. En fait, il a analysé mon tableau et il m'a proposé d'identifier les types de colonnes. Donc là, ici, il me dit, ça c'est une ligne de texte, je pourrais très bien le lire. Non, c'est une liste de choix. En fait, c'est une liste de choix parce que c'est toujours ici les mêmes valeurs, différentes lettres. Et ça, on ne pouvait pas le faire. Alors, on ne pouvait pas le faire depuis SharePoint. Et puis, depuis Excel, il y avait un bouton qui traînait dans un onglet Données exportées vers SharePoint depuis la version Excel 2010 également, qui permettait d'exporter ces données. Et là aussi
eh bien, ça permettait de charger un fichier Excel sur une liste SharePoint, mais vous n'aviez toujours pas le choix de retyper eh bien, les choix des colonnes ici. Donc, le choix des colonnes, on n'avait pas la main. Là, maintenant, on a le choix entre, on voit différents choix de types de colonnes. Différents types de choix de colonnes. Donc, ça, ce n'est pas... il n'y a pas tous les types de choix de colonnes pour ceux qui savent concevoir des solutions SharePoint, mais c'est déjà pas mal, puisque en fait, on vient mapper quoi? On vient mapper ce qu'il y a dans un fichier Excel. Or, dans un fichier Excel, on va en parler un peu en conclusion quand on va parler de gouvernance de la donnée, mais dans un fichier Excel, si vous voulez travailler avec un fichier Excel, par exemple, pour faire des Power Apps, comme on l'a vu sur l'exercice, la conférence précédente avec Jeff, eh bien, on a un problème avec le formatage des données. Sur un fichier Excel, en fait, vous n'avez pas de formatage de colonnes, vous avez des cellules qui sont formatées. Et bien là, on voit que il n'y a pas de mapping complètement qui est fait entre un fichier Excel et une liste SharePoint, mais c'est pas si mal parce qu'on va pouvoir redéclarer ici la structure de nos données. Voilà, donc j'arrête là l'exercice. Moi, j'ai fait une petite liste ici, au cas où le chargement ne marchait pas, c'est pas grave. J'ai fait un petit truc sur les restaurants autour d'Epitech ce matin, mais c'est pas grave, je le ferai une autre fois. Et là, je vois que je me suis créé une petite liste ici. C'est ce que j'ai actuellement publié sur Le Bon Coin. Et donc, effectivement, j'ai ici une petite liste qui m'intéresse que moi. Je suis sur mon OneDrive. Je peux le partager, je peux le partager, comme c'est le principe de OneDrive, avec un ou deux collaborateurs. Mais je n'ai pas ici, effectivement, ce besoin de collaborer a priori. C'est dans mon espace personnel. Alors, j'ai quand même fait un truc qui s'appelle Le Bon Coin. Ça n'intéresse pas trop mon entreprise. Je rappelle juste simplement que le OneDrive d'entreprise appartient à l'entreprise. Même si c'est votre OneDrive personnel, ce sont des données normalement qui appartiennent à l'entreprise et en termes de gouvernance, ils ont des droits ici sur votre OneDrive. Ce n'est pas votre OneDrive de la maison, de votre compte Microsoft 365 de la maison par exemple, ou n'importe lequel que vous pourriez créer sur Internet. Voilà. Donc ici, je regardais bien quand même le type de mes colonnes. Quand on dit que c'est une liste SharePoint, eh bien, on va retrouver les différents types de colonnes bien au-delà de ce qui était proposé au moment du chargement du fichier Excel. On va retrouver par exemple ici une colonne recherche. C'est une colonne lookup. C'est une colonne qui permet finalement d'aller chercher des valeurs dans une autre liste. Donc si je suis un peu ici un peu geek, je suis sur mon OneDrive, on va voir que ce côté geek chez Microsoft adore ces gens qui creusent un peu les fonctionnalités, qui vont aller créer une colonne en allant aller chercher les valeurs plus ici, vous savez, parce que quand on clique sur ajouter une colonne, on n'a que des colonnes de données ici. Ce sont des colonnes où on saisit la donnée, mais quand on clique sur plus, on va se retrouver comme dans les paramètres, la création d'une colonne ici que nous avons sur une liste SharePoint. Et on va retrouver ici la possibilité de faire un lookup, de faire une relation entre deux listes. On peut également, on va le voir un peu plus loin, faire des valeurs calculées. Donc on est vraiment sur une liste SharePoint. Je suis toujours sur mon OneDrive. Pour ceux qui ne savaient pas que en allant sur plus, on arriverait ici, je suis vraiment sur mon OneDrive. Et la preuve en est, si je vais dans le contenu de mon site, en passant par là, je ne sais pas si Microsoft laissera longtemps ces liens, mais j'arrive ici dans le contenu de mon OneDrive, enfin de mon MySite, pardon. Le OneDrive étant la bibliothèque de documents qui est là, il y a un certain nombre d'éléments ici qui figurent dans mon OneDrive. Voilà. Donc ici, on est, vous voyez, alors ça aussi, ça pourrait être amélioré de la part de Microsoft parce que en ayant cliqué à deux reprises, finalement, je me retrouve même plus sur mon OneDrive. Ici, je me retrouve sur SharePoint. Je suis bien sur mon MySite, mais ça, c'est pas grave. Je vais retourner sur ma liste ici. Voilà. Donc je reviens ici sur mon diaporama. Donc vous avez vu que chacun d'entre nous peut créer individuellement une liste depuis son OneDrive. Alors, prendre des notes de façon structurée, en fait, ça sert à ça, liste. En fait, on utilise Excel à quel moment? On utilisait Excel quand l'utilisateur souhaitait avoir un tableau, faire des calculs et faire de la mise en forme conditionnelle. Et là, on vient de voir à l'instant qu'il y a un type de colonne ici pour faire des calculs. Et pour la mise en forme conditionnelle, on va le voir également, Microsoft propose, tout à l'heure ça a été passé un petit peu rapidement chez Jeff, mais je vais y revenir sur cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de convaincre vos utilisateurs d'abandonner Excel. Première chose que vos utilisateurs vont vous dire en disant « mais pourquoi tu veux que je partage mon fichier Excel en tant que liste ?» Alors, ce ne sera pas pour tous les fichiers Excel. Les choses s'entendent bien. Ici, on parle bien d'utiliser, déplacer finalement les données qui sont sur Excel sur une liste Microsoft 365 sur OneDrive, où on va le voir ici on va le revoir dans la configuration du Teams d'équipe, c'est quand on utilise Excel comme un vulgaire tableur.
un vulgaire tableur avec quelques formules, pardon, quelques calculs et un petit peu de mise en forme. C'est la plupart des usages des utilisateurs. On va dire, allez, 80% des usages d'Excel, c'est tableur, plus un petit peu de calcul et de la mise en forme conditionnelle. Mais il faut savoir que Excel, on va le voir, ne va pas, enfin, va pas souffrir méchamment finalement des listes parce que Excel a d'autres usages que ça, avec des macros, avec du développement VBA, avec de la BI et ces choses-là. Donc je vous reviens juste ici sur la colonne valeur calculée qu'on a aperçue. En fait, je répète juste que SharePoint, ça fait de très nombreuses années qu'il a le même moteur finalement de type de formule que ce qu'on va trouver sur un Excel. Vous allez pouvoir faire des formules conditionnelles, des formules d'ATR, des formules mathématiques, des formules texte. Dans la présentation PowerPoint que je vous ai partagée, eh bien, j'ai mis le lien ici tout simplement sur la liste des formules. Et donc là, si demain vous devez convaincre vos utilisateurs que ils peuvent prendre des listes parce que c'est quand même ça a été modernisé, l'interface est quand même assez sympathique. Néanmoins, ils pourront ici continuer à y apporter des petites règles de calcul, mais pas uniquement des calculs. En fait, quand on regarde les typologies ici de formules, hein, on a des formules également de manipulation de texte, des formules de manipulation de DATR. Voilà. Donc sur ici les types de colonnes et les types de formules possibles, je vais juste pour repréciser qu'on ne peut pas quand même manipuler tous les types de colonnes. Il y a quand même certaines limitations. Sur les types de colonnes qu'on ne peut pas manipuler, on ne peut pas manipuler, par exemple, des colonnes qui sont gérées dans le magasin de termes sur la manipulation de texte, par exemple. On va utiliser uniquement des colonnes de type texte, nombre, devise et d'ATR. Voilà, pour la manipulation ici des types de valeurs avec les formules que je vous ai indiquées ici. Voilà. Alors, j'ai fait un pas en avant, un pas en arrière. En fait, je reviens juste sur la mise en forme conditionnelle. C'est une nouveauté, en fait. Si ça vous est passé un petit peu à côté, hein, c'est apparu, je dirais, au printemps. C'est apparu au printemment. Il commençait à y avoir en prévisualisation en début d'année. J'avais fait quelques billets de blog sur mon blog Adopte un SharePoint. Mais c'est arrivé par les listes, en fait, sur SharePoint Online. Le phénomène de liste, la nouvelle fonctionnalité qui arrive dans le lanceur d'application, elle est arrivant ici à la fin de l'été. Donc, sur SharePoint Online, la mise en forme conditionnelle, on y accède comment, hein, que ce soit sur SharePoint Online ou que ce soit sur les listes, on y accède en allant sur un bouton qui s'appelle Mettre en forme la vue actuelle. Donc, ici, sur ma liste, si je me rends dans ma liste Le Bon Coin, je vais pouvoir faire du formatage conditionnel, par exemple sur les valeurs ici, les valeurs chiffres, hein, en me rendant ici sur un bouton de fonction hein, qui se retrouve sur la liste, hein, sur la liste de choix de mettre en forme la vue actuelle, permet ici de rajouter de la mise en forme conditionnelle. Alors, conditionnel ou pas, hein, on peut aussi choisir le mode alternance. Bon, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dans du SharePoint classique, on a même beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais si vous prenez ici mise en forme conditionnelle, un utilisateur qui a l'habitude de faire de la mise en forme conditionnelle dans Excel ne sera pas dépaysé. En fait, ici, on va pouvoir créer une règle en se basant ici sur la colonne, par exemple, c'était les différentes valeurs ici du prix d'achat ou de valeur actuelle. On va prendre le prix d'achat et on va pouvoir dire alors catégorie, alors justement, je vais avoir c'est l'autre effet des mots, décidément, c'est pas grave. Je vais prendre ici la date d'achat, tant pis, je vais faire une valeur sur une date d'achat. Et donc, on va dire si la date d'achat, et je vais pouvoir faire un calcul ici, hein, est antérieure à aujourd'hui, alors à ce moment-là, tu me mets une valeur en rouge. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose qui est complètement intuitif. On n'a pas besoin ici d'aller dans les paramètres de la liste pour rajouter un bout de code JSON comme ça vous a été montré tout à l'heure. C'est dans le mode avancé ici que se génère finalement le format de code pour pouvoir injecter cette règle conditionnelle. Donc,
Ça, c'est pour, on va dire, la présentation que je voulais vous montrer par rapport à la mise à jour de la liste. Mais on va retrouver cette liste-là donc sur Microsoft 365, aussi bien les listes que sur SharePoint Online, la mise à jour ici de la liste moderne. Pour continuer ici ma présentation, voilà. Excel. Si vos utilisateurs vous disent mais moi Excel ça va très bien merci, il faut simplement leur imaginer que le repositionnement d'Excel depuis 2007 c'est l'outil d'analyse de données. Donc effectivement ils ont une habitude, hein, c'est un outil qui est parfaitement bien installé dans leurs outils de travail, mais on va avoir des problèmes, on va le voir quand il va falloir faire de la coédition. Sur Excel Online et longtemps sur Excel, ça a été un problème hein, sur SharePoint 365. Donc il faut essayer de jouer sur le côté que c'est plus fun que Excel pour pouvoir, pour pouvoir collaborer aussi. Alors, on collabore où? On collaborera, on l'a dit, pourquoi pas dans le OneDrive, hein, vous pouvez inviter, partager votre liste, mais c'est effectivement dans les listes d'équipe que ça va trouver toute sa place. Donc, Teams, vous l'avez très bien compris avec la présentation qui était faite auparavant, c'est au-delà des fichiers et des tâches. Mais je dirais même, c'est au-delà même de la donnée non structurée, parce que les fichiers, bon, les tâches, à dire que c'est structuré, mais c'est de la donnée, les fichiers, c'est de la donnée non structurée sur SharePoint. Ou surtout si on ne met pas de métadonnées, si eh bien donc on ne rajoute pas de colonnes pour décrire les données. Si on n'utilise pas toute la puissance de la base de données SQL dessous, en général on partage des fichiers et puis c'est tout quoi. Et donc les listes sont là pour rappeler effectivement qu'on va pouvoir faire de la donnée structurée. Du coup, est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre outil qui a quasiment disparu de Microsoft 365? Eh bien, je ne vais pas attendre la réponse puisque je ne suis pas en live, mais en fait, c'est Access. En fait, Access était un outil pour gérer de la petite donnée structurée qu'on mettait à disposition de nos utilisateurs. Et donc, en 2016, Access disparaît du Cloud 365. Alors, ce n'est pas complètement vrai. Vous pouvez toujours enregistrer une solution Access sur un OneDrive, sur une bibliothèque SharePoint, mais ça a disparu en tant qu'application. Ou quand on migrait une application Access sur SharePoint Online, il vous crée carrément un site, il vous chargeait les données dans les différentes tables Access, il en créait des listes, on gardait les relations, enfin, c'était quand même très sympa. Eh bien, je vais vous montrer que vous pouvez exporter eh bien, une solution Access également sous forme d'une liste. Et ça, on va pouvoir également, du coup, profiter de tout ce que vous avez aperçu si vous étiez dans la session de Jeff auparavant, de rajouter des traitements, des règles métiers avec la Power Platform. Et donc, si je vais ici sur ma base, sur ma solution Access, une vieille solution Access que j'avais dans mon entreprise, je vais pouvoir ici exporter mes données en cliquant sur l'outil base de données. Je vais pouvoir exporter sur SharePoint. Et alors, c'est un peu petit peut-être pour vous, mais ici, j'ai non seulement l'URL, pourquoi pas, de mon My Site, hein, vous savez, l'endroit où sont hébergées mes listes personnelles, mais également, j'ai mis ici l'adresse d'un site SharePoint. Et il va y avoir ici un export des données sous forme d'une liste. Alors, ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être sous forme ici de ma liste sur OneDrive ou d'une vulgaire liste sur un site SharePoint, entre guillemets vulgaire, mais qu'on va retrouver dans l'esprit liste de Teams. Là, excusez-moi, parce que il y avait un petit mal, j'avais tout préparé. Voilà, donc il m'exporte mes données, ou pas. Instant de publicité sur mon blog. Si ça ne marche pas, eh bien c'est pas grave, je dirais que j'avais aussi prévu ce coup-là.
Si, ça y est. On est bien le déplacement des données. Et il vous fait une connexion avec une liaison, en fait. Hein. C'est quelque chose qui est aussi, on peut remettre au goût du jour la base Access en disant, ah, c'est-à-dire que non seulement mes données ici, alors j'ai rempli une petite table, j'ai regardé autour de l'Epitech, j'ai trouvé quelques tables de restaurants sympas autour pour vous, si vous avez le temps de sortir. Et du coup, je me suis dit, bah, ça, je vais en faire une petite application de liste dans mon SharePoint. Voilà, donc bah, je clique, j'enregistre. Les données sont chargées ici sur mon site. Alors cette fois, je vais me rendre dans mon site, ma Power Apps Academy. Je vais dans le contenu de mon site et mon application eh bien, ici vient d'être chargée. J'ai ma solution de restaurant. Alors oui, c'est celle-ci. Il y avait 5 éléments. J'avais fait un petit test avant, voilà, et donc j'ai différents restaurants autour de vous. Et donc, je vais pouvoir récupérer, on va le voir, sur mon environnement liste, ici, si je clique sur liste, je vais récupérer ici bah, les différentes listes qui existent. Parce que Microsoft List, c'est aussi un hub. En fait, on voit que sur cette page-là, j'ai mes listes récentes. J'ai non seulement mes listes qui sont donc basées sur, on l'a dit, voisines de mon OneDrive, donc mes documents. Donc, c'est sur mon My Site, mais je vois également ici, c'est une sorte de hub qui est en train de me lister toutes les listes que j'ai créées. Et donc, ma liste restaurant ici sur mon site Power Apps Academy, eh bien, je vais pouvoir également la retrouver dans mon hub de liste. Donc, pour finir ce slide du moins, on voit qu'il y avait déjà des usages de listes partagées qui existaient dans l'entreprise. On a parlé d'Excel, hein, ça pouvait être des fichiers Excel partagés. Access ayant disparu, le nouvel outil qu'on va mettre à disposition ici de nos utilisateurs pour se créer des petites solutions de partage de données structurées, ça va devenir liste, la Microsoft List. Donc, la seule chose qu'il va y avoir, c'est effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, attention, si on est du fichier Excel avec de la macro, du fichier Excel avec du développement VBA, des choses un peu compliquées, ou de la base Access, hein, avec aussi du développement personnalisé, eh bien, il est peut-être temps d'aller sur Microsoft 365 en ayant ici on l'a vu également un petit peu sur la présentation précédente, ça c'était une très bonne introduction. On a la possibilité ici de rajouter des règles métiers grâce à la Power Platform. Et la Power Platform, ici, ça va être, avec la discussion qu'il y a eu également tout à l'heure avec Patrick, c'est que la Power Platform, elle est faite pour les Power Users. Et les Power Users, qui sont ces Power Users? Eh bien, ce sont pas forcément des IT, on a bien compris. Au contraire, ce sont des gens qui sont du côté des utilisateurs. C'est ces gens-là qui ont une connaissance, en fin de compte, des règles métiers qu'il va falloir ajouter à nos listes. Ce sont des gens qui ont une très bonne connaissance des flux d'informations, qui ont en général très bonne connaissance des données, voire ils en sont propriétaires ici des données, et qui vont pouvoir commencer à dessiner des solutions personnalisées. Et on va utiliser List ici, qui est au cœur du dispositif. Hein, on va migrer ces applications Excel, ces bases Access sur List, qui sont en fin de compte des listes SharePoint, pour aller vers la Power Platform. On parle ici effectivement de sécuriser la donnée. Parce que Excel et Access, ce sont des produits, Access, peut-être me dire, franchement, il date un peu ce consultant à nous parler d'Access. On n'utilise plus Access. Oui, on n'utilise plus Access, mais pour une raison. C'est que Access et Excel, on peut leur reprocher certaines choses par rapport à la gouvernance de la donnée. Des données qui ne sont pas à jour, dont ils ne sont pas peut-être vérifiées, dont la qualité ne sont pas vérifiées, qui sont finalement pas gérées par l'informatique pour ces raisons-là, et l'informatique ne voulait même pas gérer même les applications qui étaient créées. À terme, c'est devenu des applications donc pas gérées par l'informatique, on appelle ça du shadow IT en fin de compte. Les métiers concevaient leurs solutions ici avec Excel et Access par la force des choses, parce que ça présentait des avantages en termes de flexibilité, par exemple. Alors ici, c'est donc pensé pour la stratégie Power Platform. Oui. C'est Patrick, tu m'entends? Oui. Je ne résiste pas à te poser une question philosophique pour la fin de ta session. C'est en quoi la Power Platform donnera de meilleurs résultats en termes de gouvernance que Excel ou Access? Alors c'est effectivement le dernier temps de ma présentation en fait. C'est que donc là je vais passer parce que je viens de le commenter.
Voilà, c'est qu'en fait, ça fait partie du dispositif anti-shadow IT en fait, de l'entreprise, dans le sens où les données, en fin de compte, vont être réinternalisées. Elles vont plus être sur un poste de travail, elles vont pas être sur un serveur de fichiers, elles vont être mises dans le SQL en fait. Elles vont être mises dans le SQL de l'entreprise. C'est chargé en tant que liste SharePoint. Et donc, du coup, là, je fais un petit clin d'œil sur une présentation qu'on a faite ensemble il y a quelques jours, où j'ai expliqué finalement le 365 contre le Shadow IT, et j'avais même prévu de faire cette présentation ici, je n'ai pas voulu radoter. Mais je vais vous montrer, en fait, ici le dispositif, parce qu'il reste que quelques minutes avant d'aller déjeuner, c'est que alors, Microsoft a prévu ici de pouvoir mettre des étiquettes de rétention sur une liste. Mais en fait, pour l'instant, ça n'a pas de sens parce qu'on met surtout des étiquettes de rétention sur des fichiers pour bloquer l'export de fichiers. Et donc, du coup, ça aurait du sens sur un fichier Excel, par exemple. Et donc, ici, à contrario, j'ai offert une démonstration. C'est comment je peux bloquer l'export d'une Microsoft List. Parce que mes données, là, actuellement, celles que j'ai sur mon site, ici, j'ai un bouton ici pour pouvoir exporter vers Excel. Et donc, si on se dit, mais on ne veut pas du tout pouvoir exporter vers Excel, qu'est-ce que Microsoft 365 me permet de faire? Parce que c'est de la donnée sensible, et je viens de dire que le fichier Excel, ben, c'était finalement potentiellement un objet qu'on pouvait voir partir, quitter l'entreprise, quitter l'entreprise en faisant tout simplement un chargement sur le PC. Hein. Ça, on peut le couper. Mais ici, je vais carrément vous montrer comment ne pas exporter, ne pas laisser le bouton exporter vers Excel si les données étaient sensibles. Et donc, il faut aller tout simplement dans les droits, hein, dans les autorisations de site. Dans les autorisations de site en paramètres avancés, j'ai créé un niveau d'autorisation pour mes utilisateurs ici, un niveau d'autorisation qui n'est pas le niveau de base, hein, qui s'appelle modification. J'ai pris un niveau qui s'appelle collaboration sensitive data. Collaboration sensitive data, j'ai désélectionné ici deux autorisations individuelles. Alors en anglais, c'est Use Remote Interface, Use Client Integration Features pour la version anglaise. Pour la version française, ce sont ici gérer les interfaces distantes et utiliser les fonctionnalités d'intégration des clients. Et donc là, du coup, vous avez une liste sur laquelle il n'y aura pas possibilité d'avoir un export, combien même on aura déjà stoppé, je dirais, le téléchargement du fichier. Ici d'un fichier Excel, on pourrait également bloquer ici l'export d'une liste SharePoint si les données étaient sensibles. Et donc ici, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. La gouvernance de la donnée, on peut bloquer l'export d'une liste Microsoft. Voilà, je vois que le temps est pas mal. Je suis arrivé à l'heure de la conclusion. Alors, vous avez vu que j'ai essayé d'avoir une approche très par les usages. Il faut vraiment pousser l'utilisation des listes d'équipes dans Teams, hein, également le lancer depuis le lanceur d'application. On a vu que ça permettait de créer des petites applications sur OneDrive. Mais ici, on est en train de voir également le bénéfice, par exemple, d'une liste Microsoft 365 versus un fichier Excel. Par exemple, si vous faites une recherche demain dans votre workspace et que vous avez un fichier Excel comme réponse, vous ne pointerez pas directement sur l'élément qui est recherché. Alors que si vous avez migré sur une liste SharePoint, dans la recherche, vous pourrez trouver uniquement la ligne de l'élément recherché. Donc l'élément, en fin de compte, qui fait l'objet de la réponse à votre requête. Donc la liste est plus légère qu'un fichier Excel. C'est un élément de recherche. Chaque élément de la liste devient un élément de recherche qu'on va pouvoir retrouver. Et du coup, c'est aussi un élément, je dirais, dans la gouvernance de la donnée sur la rétention. Par exemple, on pourrait dire, je peux tout à fait créer une règle en disant tous les éléments de ma liste, par exemple, qui viendraient à ne pas être modifiés depuis, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, automatiquement, je les archive ou automatiquement, je les supprime. Et donc, ce n'est pas tout le fichier Excel à ce moment-là qui partirait, si vous voulez, aux archives ou à la corbeille, c'est juste l'élément qui viendrait se conformer à mes règles de conformité par rapport à mon entreprise, si la donnée, encore une fois, est sensible, alors pour différentes raisons. Hein. On parlait tout à l'heure de la voir partir, et là, il y a des fonctionnalités qui permettent de bloquer les données. Ici, on a bloqué l'export d'une liste, mais également, n'oubliez pas que la compliance également vous oblige à conserver certaines données
et également vous oblige à les détruire à l'issue de cette période de conservation. Donc sur l'accompagnement des utilisateurs, on ne va pas rentrer dans tous ces aspects de gouvernance, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire on va pouvoir gérer la donnée également structurée qui est dans nos fichiers Excel, non pas comme un fichier à part entière, mais comme élément pris séparément. Voilà.